faut l'enfermer. C'est pas possible, pas possible. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver après ce Game 6 entre les Pacers et le Thunder. Je suis, comme d'habitude, c'est vraiment en train de devenir le régulier de ce podcast, Chris Singleton. Salut Chris. Hello everybody. We have Game 7. Ah oui, mais c'est ce qu'on voulait tous ou presque, enfin peut-être pas les fans du Thunder. 17 points d'écart au final cette nuit entre Indiana et OKC, mais un score final de 108-91 qui reflète pas vraiment la physionomie du match. L'écart qui est monté à 30 points à la fin du troisième quart-temps. On a eu, Chris, un garbage time dans tout le quatrième quart-temps. Marc Daigneault a jeté l'éponge dès le début du dernier quart-temps. En fait, Indiana continue d'être aussi insondable. On les pensait quasiment morts après le game 5. Haliburton était blessé, ou censé en tout cas être blessé au mollet. En tout cas, la contracture, elle a été confirmée par le staff médical des Pacers, mais ça s'est pas du tout ressenti cette nuit. On a retrouvé ce qui faisait la force des Pacers, et au contraire, on a vu une équipe d'Oklahoma City absolument méconnaissable, qui a enchaîné les mauvais choix, les pertes de balles, qui n'avait pas d'intensité en défense, qui a léché les rebonds offensifs aux Pacers, qui n'avait pas d'adresse à 3 points non plus. Enfin, c'était vraiment le jour et la nuit par rapport au match d'avant pour Oklahoma City. Ouais, si tu prends les premiers 3-4 minutes, tu as l'impression que OKC, ils sont aiguisés, ils sont prêts pour un close-out game. Mais au fur et à mesure qu'ils ne profitent pas du fait que Indiana, les Pacers, ils sont maladroits au début, ils perdent des ballons, ils sont pas très focus, ils laissent passer l'orage. Donc, et puis les Pacers, comme d'habitude, avec leur rotation, avec leur collectif, parce que c'est là que tout est basé. On a 6 joueurs, je crois, à 10 points au plus. C'est ça, 6 joueurs. Donc, puis le pourcentage à 3 points, il commençait à monter parce que il y a eu une illusion que OKC défendait, mais ils ne défendaient pas. Ils n'ont pas donné le même effort, ils n'ont pas replié comme il le faut. Je trouve qu'il manquait une énergie totale pour un close-out game. Donc, dans le match, à l'intérieur, dans tous les stats efforts, même Caruso n'a pas existé. Le banc de OKC s'est retourné. Le banc de l'extérieur. Donc, il n'y avait pas d'apport. Donc, je pense qu'à un moment donné, ils sont à 2 sur 18, à 3 points. Donc, c'est ça, ouais. Donc, c'est tout simplement. Et je pense que Shai Gilgeous-Alexander a bien résumé l'affaire. C'était un match de merde. Ouais, c'est vrai qu'il a dit ça, le Canadien. On peut pas forcément on est obligé d'être d'accord avec lui. Enfin, si on se penche du côté d'Oklahoma City, parce que ça se termine avec 91 points marqués, 21 ballons perdus, 26% d'adresse à 3 points, un 8 sur 30, mais qui est très flatteur quand on voit le match, parce que il y a des 3 points à la fin, mais en fait pendant l'essentiel, en tout cas pendant les 3 premiers quarts-temps, OKC a aucune adresse de loin. Il y a qu'un seul joueur dans l'équipe d'Oklahoma, dans le 5 de départ, qui marque un tir à 3 points, c'est Lou Dort, il a 1 sur 5. Sinon, Holmgren, qui a traversé le match comme une ombre, il a 0 sur 3. Jalen Williams, 0 sur 4. Et Shai, 0 sur 1. On le sait que quand Oklahoma City n'a pas l'adresse à 3 points, c'est là, on a envie de dire, où l'adversaire a une chance, parce que ça rééquilibre un peu la donne. Malgré ça, parfois, Oklahoma City quand même arrive à s'en sortir, même avec une très mauvaise adresse, comme on l'avait vu lors du match, je ne sais plus si c'était le match 4, je crois, où il s'en était sorti miraculeusement avec un 3 sur 16, mais ça ne peut pas toujours passer comme ça. Non, mais dans les 22 paires de balles, il y en a 8 pour Shai. Donc, on sait que quand lui, il n'est pas dans son match, quand il tricote, quand il dribble trop, quand J-Dub dribble trop, il a manqué cette fluidité. On avait l'impression qu'il jouait dans la boue. Mais par contre, c'est une belle image. C'est une belle image, ouais. Oui, que Indiana, il jouait sur les patines. Donc, non, c'était. Il y avait une différence de tempo.
il y avait une différence de mouvement de ballon. Il y a une séquence qui est absolument magnifique, collectif, où le ballon ne touche pas par terre. Il y a une sortie de balle, il y a une deuxième passe, il y a une troisième passe à l'opposé. Voilà, les Pacers basketball, voilà, on avait l'impression qu'on regardait les Spurs jouer de l'ancien temps. Donc voilà, après OKC, oui, je pense qu'ils ont eu dans leur tête, c'est un accident, on va rentrer chez nous. Et puis, on va lever le trophée au-dessus de la tête chez nous. Et il faudrait mieux que ça se passe comme ça, parce que c'est vrai que tu me disais, voilà, avant qu'on prenne l'antenne, que tu avais trouvé qu'OKC avait rapidement laissé filer ce match. C'est rare qu'on voit un garbage time de un carton. En finale NBA, même, qui plus est. Oui, même en finale NBA, quand même, on essaye de jeter tout ce qu'on a dans la bataille. On essaie, 3-4 minutes, à 5-6 minutes, la moitié du carton, tu vides le banc. Mais bon, là, carrément, fin du troisième, voilà, on a vidé le banc. C'est vrai que j'aime bien ton image de dribbler dans la boue, parce qu'on avait plusieurs fois perdre des ballons, pas sur des passes, tu vois, interceptées ou contrées, mais vraiment sur des pertes de balles, sur des dribbles en fait qu'il posait, où il allait dans la raquette, et où Nembhard se régalait. Il a encore fait un énorme travail, le Canadien aussi, Andrew Nembhard. Oui, Nembhard, il branchait directement. Après, il y a un système organisé derrière qui viennent, dès qu'ils posent le ballon par terre, ils arrivent. Donc, ça se resserre autour de Shai. Ça se resserre autour de lui. Même, ils attendent 2 dribbles, 3 dribbles. Et puis, quand ils tournent le dos, ils arrivent. Donc, c'est bien orchestré. C'est vraiment bien orchestré. Et puis, il a fait le dribble de trop. Il voulait s'en défaire, il voulait défier, il voulait... J-Dub, pareil, il a fait 2-3 dribbles de trop parce qu'ils défendaient de la même manière contre lui. Donc voilà. Et ça c'est permis aussi parce que justement, Oklahoma City n'a pas cette adresse de loin. Et donc, ça te permet de resserrer encore plus en fait la raquette. Si tu laisses les tirs à 3 points ouverts et qu'ils ne rentrent pas, ça facilite le plan de jeu de Rick Carlisle. Oui, ça facilite, et surtout quand il y a un délai dans les renversements, dans le mouvement, ça permet à la défense de s'organiser, de réagir plus vite aussi, de réagir plus vite, d'anticiper sur les tendances. Donc vraiment, ils ont mis OKC le fait qu'ils n'avaient pas d'adresse en difficulté. Et puis voilà, après ça s'est retombé dans les solutions rapides, one and done. Voilà. Pour Indiana, le facteur X a bien évidemment été Obi Toppin, 20 points, à 4 sur 7 à 3 points. C'est lui le meilleur marqueur de Indiana. D'ailleurs, je me demande si... Non, c'est pas le meilleur marqueur du match, mais c'est le meilleur marqueur des Pacers. Et en fait, c'est une habitude avec Indiana. À chaque match, enfin, en tout cas dans chaque victoire des Pacers, il y a toujours un joueur du banc qui explose. Ça peut être McConnell, ça peut être Mathurin, ça peut être Toppin. Maintenant, la réalité, c'est qu'il va falloir à l'extérieur cette fois avoir encore cet apport du banc. Et ça, on a vu que dans la série, c'était plus compliqué pour les Pacers dans un environnement oui, plus tu as hostile. des joueurs majeurs. Qui soient à domicile ou à l'extérieur, on sait qu'ils vont être à un certain niveau. Au moins, ils vont essayer d'être à un certain niveau. Tu as des joueurs de banc qui sont la deuxième vague, qui sont moins rassurants, on va dire ça comme ça, que oui, effectivement, à domicile, ils sont hyper confiants. Wiggins était l'exemple prime, voilà. Caruso, c'est l'exemple aussi. Mais jusqu'à maintenant, c'est le premier match qu'il rate, mais totalement. Il n'existe pas. Dort, pareil. S'il ne met pas son shoot à 3 points à la fin, il n'existe pas. Donc voilà, c'est tout simplement une équipe qui ont 2 bancs
Et par contre, voilà, ils sont performants à domicile, mais pas vraiment à l'extérieur. On entend parfois que l'avantage du terrain, c'est quelque chose qui est plus aussi important qu'à une époque. Moi, je trouve, encore une fois, quand on voit ces finales, que si l'avantage du terrain est très important et que jouer à domicile ou à l'extérieur, ça n'a absolument rien à voir, que l'adresse, en général, à 3 points, est toujours plus haute, quasiment, à domicile qu'à l'extérieur, que l'intensité, le rythme mis, l'aide du public qui vraiment agit comme un sixième homme, ça change radicalement soit Oklahoma City à domicile, soit les Pacers. C'est valable vraiment pour les deux équipes. En plus, c'est deux salles où il y a vraiment énormément d'ambiance. C'était encore impressionnant cette nuit à Indianapolis. Maintenant, voilà, le Thunder s'est battu pour avoir cet avantage du terrain jusqu'au bout. 68 victoires à domicile. Mais je me demande quand même à quel point cette défaite peut peut-être faire douter Oklahoma City, qui s'est retrouvé dans la même situation concrètement contre Denver, avec c'est vrai que deux séries qui se ressemblent énormément dans leur déroulé. Est-ce que tu penses justement que cette défaite et ce tourbillon qu'a pris le Thunder à Indiana peut faire un peu douter quand même les hommes de Mark Daigneault? Ça me gêne on parle de Denver et eux, ils parlent de Denver. Comme si tout est programmé. Voilà, on a perdu le match 1, on a rentré, on a réagi, on a gagné le match 7, on leur a foutu une claque. Donc, est-ce que ça trottine dans leur tête? Parce que Indiana, finalement, en sachant tout ça, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Sauf 2 finales de suite. Donc, mais OKC, c'est encore jeune. C'est la plus jeune équipe. C'est la deuxième plus jeune équipe de l'histoire. Plus jeune après équipe. Les Blazers de 77, qui avaient gagné le titre. Voilà. Donc, est-ce que il faut encore une leçon de plus pour cette jeune équipe? C'est vrai qu'ils ont arrivé. Voilà, l'aboutissement de leur saison. C'est d'arriver en finale, voilà, c'est d'avoir le match à domicile, le match 7 à domicile. Donc voilà, je ne suis pas sûr que c'est un avantage après ce qui s'est passé à Denver, que là, ils sont dans cette position-là. Mais il faut mieux être là, dans cette position. C'est vrai que mais 68 victoires dans une saison qui est long, on va aller au bout. Est-ce qu'ils vont pas craquer? Est-ce qu'ils vont parce que c'est rouler les dés. Ou si éventuellement, imaginons que Shea n'est pas, voilà, il est pas bien. Imaginez que J-Dub n'est pas bien. Il bloque le racket au début. Imaginez que tout part à côté. Il commence 2 sur 15 à 3 points à domicile, ce qui est possible. Donc voilà, comment on va dans un groupe qui est habitué à jouer ensemble, qui est quand même quelques vétérans, comment ils vont leur prendre. Voilà, c'est ce que je demande. Et voilà, on va voir si Haliburton, sa blessure, pardon, mais il a le même médecin que Mark Williams. C'est vrai qu'Haliburton a été transfiguré quand même entre ce match 5 et ce match 6. Qui soit blessé, j'en doute pas une seconde. Oui, il y a forcément une gêne au mollet. C'est la gravité. Quand on essaie de dire, voilà, on va attendre le dernier moment, on va de lancer le balle, l'entre-deux, il courait comme un lapin. Donc, oui, il a une bonne picouse. Ce qui est possible aussi, parce qu'on sait que les staffs médicaux en NBA ont des produits, produits magiques. Il y a des pilules bleues, il y a des pilules rouges. Oui. Ah, mais après, ça, c'est valable dans tous les sports. Pour le coup, dans tous les sports américains. J'en doute pas. Mais il n'était pas gêné. C'est pas ni défensivement, ni en attaque, ni au niveau du rythme. Il n'était pas gêné du tout. Et ce qui est presque gênant aussi, c'est que Oklahoma City n'a pas été chercher justement Haliburton. Moi, je m'attendais au début de match à avoir une pression étouffante sur le meneur des Pacers, d'avoir un Lou Dort qui lui croque le short à chaque possession. Et il a finalement été plutôt tranquille. Et
tu vois, c'est la base des Pacers, la base du jeu d'Indiana, ça part de Tyrese Haliburton, et on l'a laissé trop facilement faire, alors que s'il y avait bien un match où il fallait essayer y aller encore plus fort sur lui, c'était ce match 6. Oui, le jeu de Haliburton, c'est pas comme le jeu de OKC. Ça veut dire qu'il monte la balle OKC en dribblant. Que Haliburton, il donne la balle. Donc, il va se positionner à l'opposé. Voilà, il va pas être à l'initiation de l'attaque. Il va être dans la fluidité. Voilà, il va partir de loin. Il va prendre ses écrans. Et puis, il va être là à la finition. Donc, c'est une façon de conserver. C'est une façon... En fait, ils n'ont pas eu beaucoup d'adaptation à faire parce qu'il n'a jamais eu, voilà. C'est plutôt Shai Gilgeous qui a eu, voilà, cette pression défensive. De ligne de fond, après Jalen Williams, ligne de fond. Donc, eux, ils montaient le ballon en dribble. Eux, les Pacers, montent le ballon en passe. On va rappeler que le Thunder n'a pas perdu 2 fois de suite pour le moment dans ses playoffs, que ça serait quand même ballot que ça arrive sur le match 7. Des ballot. Mais que forcément la pression elle est peut-être un peu plus sur les épaules d'Oklahoma City que sur celle d'Indiana, qui est l'outsider ultime depuis le début des playoffs, qui, à part peut-être au premier tour contre Milwaukee, n'a jamais été favori ensuite sur le reste des séries, et qu'ils sont toujours là et bien là. Un mot aussi sur Pascal Siakam, qui a claqué déjà le dunk des finales sur Jalen Williams, et qui fait tout bien, toujours le Camerounais. Ça sera peut-être lui, le MVP des finales, si Indiana l'emporte. Oui, je pense, oui, si Indiana l'emporte. C'est vrai qu'il a changé de dimension. Le plateforme des playoffs, le plateforme des finales a vraiment validé sa valeur. Il fait tellement de choses pour cette équipe sans être flashy, sans être demandeur. Il choisit ses spots. Et puis, il est à l'impact. Il est long défensivement. Il court comme un lévrier. Et il domine vraiment les espaces. Donc, oui, non, mais si Indiana gagne, ce sera forcément lui l'MVP. Match 7, du coup, dans la nuit de dimanche à lundi, ça sera à 2h du matin, évidemment, à suivre sur beIN Sport. Cette série, cette saison qui va se terminer, qui va se jouer sur un match pour Oklahoma et Indiana. Les matchs 7, c'est pas toujours des beaux matchs. On a parfois même régulièrement des blowouts. Oui. On espère avoir une très grande partie. Chris, je suis obligé de te demander ton pronostic avant ce match 7. Écoute, moi j'ai toujours dit que je pensais que OKC allait être champion. Bon, maintenant, je n'ai pas du tout. J'ai joué la chaise musicale comme tout le monde, de match à match. Oh oui, Pacers pas mal. OKC pas mal. Donc on va arriver au nombre impair. Donc celui qui gagne le 4e. Le 7e dans une série de 7, il sera champion. Donc, mais je trouve que c'est valorisant pour l'NBA d'avoir, parce qu'on entendait plein de trucs, c'est pas l'affiche rêvée. Mais moi pour le basket, je trouve que c'est l'affiche rêvée. Ouais, et on aura eu, quoi qu'il arrive, des très très belles finales NBA, quelle que soit l'issue du match. Du match dimanche. On va passer à un sujet un peu plus hors terrain. Les Lakers qui viennent d'être vendus, qui n'ont pas été achetés par Chris Singleton. Non, même si tu aurais bien envie. Ah, pourtant j'ai fait un offre. Il manquait quelques zéros sur le chèque. Oui. T'as pas pu rivaliser avec Mark Walter, donc 65 ans, qui est le nouveau actionnaire majoritaire de l'équipe de Los Angeles. Donc 10
milliards mis sur la table pour s'offrir la franchise la plus glamour et peut-être la plus historique de la NBA. Mark Walter qui possède déjà les Los Angeles Dodgers depuis 2012, ça c'est l'équipe de baseball, qui possède aussi les Sparks de Los Angeles en WNBA et qui donc va être propriétaire des Los Angeles Lakers. La famille Buss conserve 15% des parts et Jenny Buss va rester à la tête de la franchise. Elle l'a même fait inscrire sur le contrat de vente. Donc, ça ne sera pas comme Mark Cuban qui s'est fait écarter quelques mois après. A priori, Jenny Buss sera toujours à la tête de la franchise pour au moins 2-3 ans, a priori. Et les Buss qui possédaient la franchise depuis 1979. À l'époque, Jerry Buss avait acheté l'équipe. Dr. Jerry Buss. Dr. Jerry Buss avait acheté l'équipe pour 16 millions de dollars. Donc, ça fait une belle plus-value. Chris, forcément, en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Los Angeles parce que Mark Walter, c'est un propriétaire qui n'hésite pas à investir beaucoup d'argent dans les franchises qu'il achète et puis surtout, les Los Angeles Lakers sont détenus maintenant par un multimilliardaire, on va dire du même niveau que ce qui se fait actuellement en NBA, parce que ce qu'on pouvait reprocher aux Buss depuis quelques années, c'est de mettre moins d'argent dans les franchises. C'est une famille qui avait moins d'argent que les nouvelles têtes de gondole qu'on voit notamment à Phoenix ou à Boston récemment. Oui, à un moment donné, le temps vous attrape. C'est complètement différent en NBA. Maintenant, il faut avoir les poches profondes. Rempli. Oui, pas avec des billes. Parce que si c'est vide, si t'as des grandes poches, je fais carré dedans. Si tu mets ta main dans ta poche, tu touches ton genou. Tu veux dire, c'est pas bon. Non, effectivement, c'était. On va comparer ça avec une. Oui, c'est un family business. Moi, j'ai vécu les années 80 dans le Dr. Jerry Buss quand il a fait venir à Magic. C'était Showtime. Il savait le bling-bling. Il savait parfaitement bien ce qu'il voulait les Angelinos. Donc, après, il y a la période où Jenny Buss a pris la franchise. Et on se demandait où ça allait. C'était pas la même chose, c'était pas les mêmes ambitions, c'était vraiment flou. Et puis, écoute, regarde ce qu'il a fait pour les Dodgers. Le nouveau propriétaire, il n'hésite pas à dépenser 700 millions pour Ohtani. Il fait venir Mookie Betts. Voilà, non seulement il a de l'argent, mais il a l'esprit de la compétition. Il veut être la meilleure sportivement, parce qu'il y en a qui dépensent, mais il met pas le nez dedans. Donc voilà, il va avoir un puissant groupe, ce qui permet, j'imagine que les Sparks, ils vont être champions d'ici 2 ans. Les Lakers, ils n'hésiteraient pas à mettre la main dans la poche s'il faut, superstar, à part LeBron, donc à part Luka. Donc voilà, je trouve que c'est très positif pour les Lakers. Oui, les Dodgers qui ont été titrés 2 fois depuis la prise de pouvoir de Mark Walter. Et tu disais, tu parlais du fameux contrat à 700 millions de dollars. Malin, parce qu'il a différé. Il n'a pas payé 700 millions. C'est sur 10 ans. C'est sur 10 ans. C'est sûr. Donc, c'est un contrat sur 10 ans. Il est payé probablement le SMIC. Alors, je ne connais pas assez le salary cap MLB pour avoir un avis juste là-dessus, mais c'est, je crois, quand même le plus gros contrat pour un sportif. Non, mais au bout des 10 ans. Mais par an, c'est lissé, oui. Voilà, il a différé. Bien sûr. Plein d'argent, comme ça puisse rentrer dans le truc. Mais c'est hyper malin. On a fait le tour sur les Los Angeles Lakers, pas grand chose à ajouter, sachant que c'est quand même de bon augure avant la free agency. Oui. Et s'il y a des luxury tax à payer du côté de Los Angeles, on sait qu'on n'aura pas de questions à se poser. Où il faut sonner. Voilà, c'est ça, exactement. On termine avec la prolongation de contrat d'Ime Udoka, arrivé il y a 2 ans à Houston, l'ancien coach des Celtics. On n'a pas de précision exactement sur la durée du nouveau contrat
contrat pour Ime Udoka, mais on va dire que ça valide le travail entamé depuis 2 ans pour Udoka. Houston qui a été éliminé dès le premier tour des playoffs, mais qui avait terminé 2e de l'Ouest, 52 victoires cette saison. Voilà, l'avenir il est tracé pour les Rockets désormais avec ce coach. Maintenant, il va falloir passer la vitesse supérieure, on a envie de dire encore pour Houston. Oui, sur ce sujet, il y a pas mal de choses. C'est vrai qu'il a signé, il a re-signé parce que les Knicks sont approchés et ils ont fait peur aux Rockets, qui perdent leur coach, c'est vrai, qui fait du bon travail, qui a fait du bon travail avec les Celtics avant qu'il a rencontré quelques problèmes. On va dire ça comme ça. Avant de déraper. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que Houston, ils gravent les échelons. Voilà. Ils sont aux portes, je dirais, 1 ou 2 joueurs du haut du classement. Ils étaient au haut du classement dans la conférence Ouest. Mais je pense que Udoka a profité, parce que apparemment son contrat, ce sera lui le plus payé dans les entraîneurs NBA. Donc, est-ce qu'il vaut ça? Ça s'est accéléré avec l'intérêt des Knicks pour lui. Donc, on peut se demander s'il y avait un vrai intérêt des Knicks ou si son agent aussi a peut-être laissé fuiter des rumeurs, parce que d'ailleurs les Knicks, il faudra en reparler parce qu'on sait toujours. Enfin, il faudra faire une page spéciale Knicks parce que ça moi je suis ébahi par ce qui est en train de se passer à New York. Mais pour en revenir à Houston, t'étais un peu obligé de toute façon de prolonger Ime Udoka. C'était la suite logique du processus entamé. Et je pense que ce que vous allez voir, c'est que tous les entraîneurs qui étaient contactés, Chris Finch, il va signer une prolongation. C'est pas Taylor Jenkins, il va signer. Voilà. Donc, ça bouge. Oui, effectivement, c'est un jeu d'échecs. Les pièces, ils bougent. C'est tactique. Quand tu as un bon, tu as intérêt à le garder. Ouais, et Ime Udoka a prouvé cette saison, et depuis 2 ans même, que c'était, je pense, l'homme, le bon coach, le bon choix à la tête des Rockets. Avec du talent. Il avait déjà été habitué avec ça, avec Jaylen Brown et puis Tatum. Donc voilà, c'est vraiment un perfect fit. Chris, on se retrouve lundi pour débriefer le Game 7. Et puis je te souhaite une très bonne journée, une très bonne émission, et puis un bon week-end où il va faire assez chaud sur toute la France, et notamment en région parisienne. Donc hydratez-vous bien, buvez, et puis avec modération. Restez pas trop au soleil. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Bonne journée à toutes et à tous. Ciao.